Bonjour à tout le monde. On accueille du coup sur la chaîne Les Paragons La Plante, Hello, fait quatrième au CDF. tout à fait. Je te laisse te présenter. Ouais, Pseudo, j'ai ok, du coup, déjà dit. Voilà. ouais, moi c'est La Plante, Thomas de prénom. Je suis un joueur parisien, du coup, un archange depuis relativement peu, et la team SBR, RPZ, tout ça. Et voilà, du coup, en termes de parcours un petit peu, j'ai pendant pas mal de temps joué à Game of Thrones, parce que j'ai été Orga à l'échelle locale et nationale également, et j'ai été top player là-bas dans le jeu sur plusieurs années. J'ai pas mal d'expérience de cartes avant Seven Fallen. J'ai aussi été sur le Pro Ladder du Gwent en un mois à peu près. Et j'ai testé un petit peu tout les TCG sur lesquels j'ai pu mettre ma main. Et voilà. J'aime bien les jeux de cartes et je suis plutôt un joueur compétiteur. Et du coup, j'essaie de faire des bons decks. J'espère avoir réussi. Et Le, du coup, comment t'es arrivé à Seven Fallen? Je suis allé à Seven Fallen du coup parce que en gros on était un petit peu orphelin avec Monsieur Cagoule, qui est un grand pote à moi depuis des années, que j'avais motivé à essayer Game of Thrones à l'époque, où il avait un petit peu parfait aussi après que je l'ai un peu entraîné. Et depuis du coup 3 ans, Game of Thrones est décédé, puis Game of Thrones, et on s'est retrouvé un peu sans jeu. Moi j'ai joué également du coup à ce moment-là à un autre jeu compétitif qui est Super Smash Bros. Melee, donc un jeu de combat rien à voir avec les jeux de cartes du coup, je voulais changer un petit peu. Et en fait, il y a un jour où j'ai vu je crois que c'était un post Facebook qui disait que QT avait perfé, et du coup j'ai vu sur le site que QT était top player sur le jeu. Il se trouve que QT c'était mon ancien padawan, donc je lui ai appris sur Game of Thrones, sur AV1 un petit peu à jouer et à être un peu compétitif quoi. Et après je l'avais aussi me former en tant qu'orga, donc c'est vraiment une personne que on s'apprécie énormément lui et moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, s'il s'investit suffisamment pour être et top player et orga, c'est que ça doit être quand même pas mal. Je connais très très bien Katagena également, qui est un très très bon ami. On s'est connu sur Game of Thrones aussi. Et je connais aussi assez bien Écureuil, où on est parti ensemble au championnat du monde de Game of Thrones quand il était champion de France et moi champion de Suède à l'époque. Et donc du coup, je me suis dit, bon, ça fait quand même pas mal de signes qui sont plutôt bien. Au début, je me suis pas lancé sur cette œuvre quand ça a commencé parce que je trouvais le jeu un peu trop laid. Et du coup, j'ai pas voulu me lancer vu que j'avais un autre jeu qui marchait encore un petit peu. Je me suis dit, bon, voilà. Et là, avec Kagoul, on était quand même un peu trop en manque, hein. Il a suffi d'un coup de téléphone et directement, il a bombardé pour qu'on s'y mette. Il n'y a pas eu un seul doute de sa part, quoi. Et ouais, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc ça, c'était autour de février, il me semble. Je suis comme ça, donc il y a pas si longtemps. Et on a tout de suite commencé par faire des petits tournois. J'ai gagné mon premier tournoi en symbiose au bout d'une semaine. Et après, Kagoul a fait son premier tournoi pour le Régio parisien, où il fait top. Et puis à la suite, vous la connaissez un peu. Ok, ça Ok, marche. super. On n'a pas de questions, donc du coup, je pense qu'on peut passer au sujet de ce soir. Du coup, la decklist qui te permet d'arriver top 4 au championnat de France de Seven Fallen. Ouais, tout à fait. Et qui permet aussi à mes camarades de la team SBR de faire top 16, Top tous les deux. 16, ouais. Déjà dès le début, hein, c'est une decklist qu'on a buildé tous ensemble et qu'on a optimisé tous ensemble. L'idée de départ, c'est Johnny qui a eu pendant une nuit un peu fiévreuse où il n'arrivait pas à dormir. Il s'est dit, mais Elderan, et si on jouait avec les marchands, avec des arcaniens? Et on est parti d'abord sur cette optique-là, pendant que moi je testais du coup beaucoup le deck marchand, en mono marchand, donc sans Elderan, vraiment vrai liste marchand pur quoi. Euh, et j'ai adoré le deck, c'est une de mon deck préféré dans tout ce qui est pas compétitif actuel, c'est le deck qui m'amuse le plus, mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose. Donc, je me disais que je pouvais sans doute faire top avec, mais je pensais pas aller beaucoup plus loin. Et après une dernière soirée de playtest avec QT, je me suis dit, bah, faut que je bascule sur le Elderan. Le deck est hyper fort, il est hyper sympa à jouer, c'est du deck très toolbox midrange qui sont parmi mes decks préférés en termes de mécanique, c'est ce qui m'amuse le plus. Et après un peu de playtest, après réflexion, je me suis dit que le module chevalier était quand même vraiment trop fort pour pas l'intégrer et qui me semblait du coup moins bancal, on va dire, que
que le côté arcanien qu'on avait mis de base dans le deck, qui était très sympa, qui a un côté très sexy, on va dire, plus que du chevalier un peu de base, mais qui me semble moins stable. Globalement, le module chevalier permet de rentrer le module soin, qui apporte énormément de pioches également, et du coup ça a fini par aboutir à cette decklist-là, qu'on a modifié jusque la veille du tournoi. On a changé des cartes, et on a fini par aboutir à cette version-là qui me semble pas mal, mais qui, je pense, est encore un petit peu optimisable. J'en parlerai un peu à la fin. Il y a quelques cartes que je préférerais rentrer. Si là maintenant j'avais le choix de refaire l'histoire, je modifierais du coup 3-4 cartes du deck. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je pense qu'il faut commencer par l'Eden et le registre, qui me semblent être les trucs un peu dont on va parler rapidement et qui vont un peu de soi. Pour l'Eden, du coup, on est parti sans se poser de questions sur Mercury, sur le temple, parce qu'on a trouvé que le module chevalier, en plus d'être en lui-même des cartes assez fortes qui vont permettre de la bonne value, avec comme Denzel par exemple, ou tout simplement du bon card advantage, forgeant des fers de lumière et son destrier sont très très bons pour ça par exemple, ou de la gestion, avec Mordred par exemple. Il y a plein de petites choses que le module apporte, mais surtout, il va permettre avec Mercury de stabiliser énormément le deck en gros, il faut considérer quand vous jouez Mercury que vous avez tout le temps une carte de plus dans la main. La carte au-dessus de votre deck, ça fait également partie de votre main, et ça c'est extrêmement fort. Et en plus, avec l'effet du coup du registre avec les marchés et avec Ember, on va pouvoir cycler une page, ce qui en deck singleton, comme tous les deck leaders, c'est extrêmement fort de pouvoir cycler une page. Et en plus, on la cycle pas juste comme ça, on la cycle en gagnant un EC et en filant chevalier, qui peut permettre des petits tricks en plus de ci de là. Donc pour nous, ça nous a semblé être très bien plus que du Saint-Georges-Alphes ou n'importe quelle autre divinité, entre guillemets, plus chevalier, on va dire. Ça permet vraiment de beaucoup stabiliser le deck, et ça permet de rendre le côté toolbox encore plus fort, parce que le Mercuriste avec les auberges, c'est broken, ça fait gagner des games tout seul. C'est ce qui me permet de gagner mes parties de top 32 et de top 8. Sans ça, je ne pouvais pas les gagner. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le temple et sur Mercury. Et au niveau du registre, du coup, on va avoir donc 3 marchés, une Ember, une Esperanza, un repos du chevalier. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Je peux les montrer, ouais, pardon. Oui. Dame, Ember, Esperanza, repos, aussi auberge. du roi, et les 2 auberges. Voilà. Donc Ouais. les 2 auberges, comme j'ai dit, pour moi ça fait partie intégrante du deck, c'est un toolbox, et du coup par définition un toolbox ça veut dire qu'on va avoir plein de petits outils assez précis et qui vont servir de situations spécifiques, et le but d'un toolbox c'est de pouvoir récupérer ces outils avec le bon timing. L'auberge va permettre ça. En fait avec l'auberge vous allez pouvoir tutor n'importe quelle réponse, et contrairement à votre adversaire vous allez pouvoir la piocher immédiatement grâce à votre Mercury. Donc c'est extrêmement fort, et ça permet vraiment de trouver les silver bullets que vous avez dans le deck. Typiquement dans ma partie contre GG, ça m'a permis de récupérer Frost T1 qui permet de mettre une pression monumentale sur un TDA immédiatement. Il y a plein de tricks. Ne pas oublier que ça peut faire 14 d'économie également, c'est très important dans la partie, particulièrement en late game, de pouvoir se servir également de son aurore, c'est très très fort. Et on peut également le casser avec Alexandra qui est dans le deck. Ça on verra un petit peu plus tard, mais il y a ce genre de choses qu'il faut penser. Il y a globalement très très peu de miracles à révocation dans le deck, parce que la stratégie du deck en termes d'adorateur, ça va être de sortir un premier adorateur qu'on va pouvoir révoquer pour avoir un petit peu de réponse en début de partie. Donc n'importe lequel qui soit ni auberge ni le marché de Funaris, et ensuite de réussir à envoyer les 3 auberges pour que le tour avant l'archange, on ait le tutor de marchand qui s'active. Et 3 marchés, tu veux dire? J'ai dit autre chose? Auberge, t'as dit, mais je pense que c'est ça. Oui, je parlais des ça marchés de marche. Funaris. Oui, et du Et coup, donc, du jusqu'à l'archange, tu joues que ces 3 ados. C'est ça, je commence Ok. par, autant que possible, je commence par un premier ado qui soit pas un marché pour que je puisse le vider en fait le plus vite, ce qui fait que sur mon premier tour, je vais retirer déjà entre 5 et 6 EC dessus assez facilement, et au deuxième tour, je suis à peu près sûr qu'il va être vide, et donc je vais pouvoir utiliser mes réponses qui demandent de la révocation. Parce que c'est une des contraintes qu'il faut avoir en tête quand on est en train de jouer marchand, c'est que les marchés, on peut pas les casser si on veut pouvoir activer leur ferveur.
Faveur, c'est quand le troisième est posé sur le board. Et la faveur est extrêmement forte des marchés de Sunaris. Le tutor de marchand est extrêmement violent. À noter que ça vous permet de tutor également des doppelgangers, et donc par exemple Booba, qui est un marchand dans ce deck. Donc c'est très très fort. Par contre, il ne faut pas hésiter, si on a une sortie avec beaucoup de révocations, à se dire tant pis, sur cette game-là, je vais casser mon marché, et on part sur un autre rythme de partie en fait. Le marché, ça va plutôt être si on veut du coup pouvoir s'installer sur un début de game un peu contrôle, on va un petit peu temporiser l'early pour ensuite sur le mid et late game devenir très fort parce qu'on va activer toute la révocation, on va pouvoir avoir beaucoup de tutors, ça va être très puissant sur la fin. C'est des rythmes de partie qui vont être un peu différents. Comme ça, un deck mid-range, vous aurez toujours la possibilité de changer le tempo en fait, de changer le rythme de la partie et d'avoir un temps fort soit en early soit en late. C'est aussi une des richesses de ces decks là. Ça demande du coup de vraiment bien connaître les match-ups. Parce que si on se trompe d'approche, si on se trompe de façon de jouer le deck, on perd, en fait, tout simplement. Donc c'est le genre de deck qui vont beaucoup récompenser le tryhard, qui vont beaucoup récompenser le fait de beaucoup les tester, de jouer le deck en tous les sens pour bien comprendre toutes les petites combos et toutes les subtilités. C'est souvent le cas avec les deck leaders. De toute façon, vu que vous avez toutes vos cartes en x1, vous devez savoir quand est-ce qu'il faut les jouer et quand est-ce que vous n'en avez pas besoin. Donc c'est des decks qui demandent un petit peu de travail, mais qui me semblent être ceux qui récompensent le plus ça. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc ça a plutôt bien marché comme deck pour moi. Et je sais aussi que Kagoul et Jadis sont beaucoup amusés sur le deck. Et oui, du coup, le dernier adorateur, c'est Panique de la Lumière. Ça peut sembler bizarre de prime abord, parce qu'on n'a pas de révocation à 2 dans le main deck. C'était en prévision des tops, où je ne peux pas me permettre, à mon sens, de ne pas rentrer un fanatique et un survivant dans la liste. Pas forcément pour le mettre dans le deck, pas forcément pour jouer la carte, mais uniquement pour pas laisser libre cours à mon adversaire. Si j'ai un départ un petit peu mou, qui se disent ok, j'y vais, je lâche les fauves, je vomis tout ce que j'ai, de toute façon il ne pourra pas me reset. Et dans ce cas, vous avez perdu automatiquement. Donc avec ça, ça fait un garde-fou et un petit bait en fait. L'adversaire se demandera toujours est-ce qu'il a rentré ou pas dans le deck. En sachant qu'on peut le rentrer dans des match-ups, ça se fait tout à fait. Mais en ayant ça, du coup, même sans le jouer, vous mettez une forme de pression à l'adversaire de ce point de vue-là. Ça paraît très important, tout doit arriver en fait. Donc ça, c'est pour le registre. Et on va pouvoir passer maintenant au cœur du deck. Du coup, avec le donc j'ai pensé le deck en module. C'est ce que je conseille de faire toujours quand on deck build en singleton, c'est de pas penser en un empilement de 47 cartes différentes puis son leader. C'est vraiment penser en module. Et du coup, ces modules, ça va vous permettre de gagner en stabilité, de penser comme ça, et de penser en synergie. Contrairement à ce qu'on pense de base, un deck singleton, ça me semble encore plus important d'avoir des bonnes synergies du coup dans le deck que dans un deck classique où on va tout mettre en placement. Donc pour les marchands, on a du coup beaucoup de marchands qui sont tous très forts et impactants, en sachant que j'ai pris le parti d'essayer de limiter autant que possible les cartes qui vont aider l'adversaire. Dans les cartes qui peuvent aider l'adversaire, concrètement, il n'y en a que 2. Il y a Denzel et Oniris pas Denzel, pardon, Jordan Bell et Oniris dans le deck. J'ai pas mis Telaris Spark que GG vous montre. Ni Trédange. Trédange parce qu'il me semble demander une synergie un peu trop précise. On est obligé d'avoir un marchand qui va avoir encore suffisamment de FV. Du coup, on s'est dit plutôt que risquer d'avoir une carte morte, on va pas la rentrer dans la liste. Mais ça pourrait s'entendre de le jouer, hein, c'est pas choquant. Aussi Ratel jouer par exemple, qui a fait top 32 du coup dans le tournoi. Et Telaris Spark, par contre, me semble un peu trop risqué dans le format. Il y a quand même des choses à faire avec. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas jouable. Typiquement, sur l'auberge, si l'adversaire a aucun EC, vous êtes en mesure de voler des outils qu'il allait chercher. Donc ça peut être très fort, mais ça me semble être un peu trop situationnel par rapport à ce que ça peut apporter. Et de la même façon, Oniris, qui est présent dans le deck, fait partie des cartes que j'aurais préféré ne pas jouer avec le recul et qui, je pense, aurait dû sortir de la liste. On s'était dit au début que bon, c'est pas très grave avec Elderan, on peut toujours bannir la carte qu'on va donner, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si jamais vous jouez Molly ou Mordred ou typiquement Oniris, Elderan, il peut bannir une carte des indes adverses. Du coup, ça marche vachement bien avec le marchand, ce côté je te donne, et en fait, non, je te donne pas, je vais bannir immédiatement. Mais en réalité, c'est un pimpin qui est pas assez fort pour son coup, et il est trop. C'est trop un gamble. Soit on donne une carte pas très utile à l'adversaire et on pioche 2, mais on prend le risque aussi qu'il vous laisse jouer la carte pas terrible, et dans ce cas, vous avez globalement juste perdu une carte. Soit vous mettez une très bonne carte en dessous, et là, le risque, c'est que soit votre adversaire la prend, dans ce cas, vous êtes embêté parce que vous êtes obligé de bannir avec Elderan, donc vous ne pourrez pas lui donner Égide, c'est un tour où il est plus fragile. Soit l'adversaire vous la donne, ça c'est bien, sauf qu'il gagne 4C dans l'opération. 4C, c'est beaucoup.
même si vous payez une carte gratuite, pour moi Oniris c'est une carte qui peut s'entendre en marchand pur si on joue des cartes comme Clé du Ciel, c'est des decks build très précis pour des combos très précises, mais sinon je pense que c'est un mauvais call d'avoir mis, on est tous d'accord avec Kagoul et Johnny, que avec le recul on n'aurait pas dû la mettre, et c'est la première carte qui est sortie du deck en sac dès qu'on arrive en top à chaque fois. Donc c'est la seule carte un petit peu que je questionnerais dans le build du côté marchand. Pour le reste, il y a beaucoup de marchands, ils sont tous très très forts. Denzel, c'est un énorme body pour rien. La vendeuse de joyaux, elle est extrêmement forte aussi, que ce soit son côté renfort ou générer un joyau, c'est un joyau pour. C'est très puissant du coup en fonction de la rando de la partie. Ça peut aussi être très très bon pour de faire son autre effet qui permet du coup de remélanger le deck adverse. Donc sur une auberge, il va chercher son Groton, il va chercher un Gooba pour construire votre Alderan. Vous l'obligez en fait à aller chercher quelque chose qui coûte moins cher et donc du coup à ne plus avoir sa réponse sur le haut de son deck. Donc c'est des combos qu'il faut avoir en tête sur l'auberge qui marchent très très bien. Ensuite, on a du coup le Forgeron des Fers de Lumière qui pour moi est un des meilleurs marchands. On dirait pas comme ça parce que c'est une 1-1 pour 1, mais son effet est très très fort parce que le Noble d'Estrier, en réalité, il y a des match-ups où c'est une carte qui va briller comme très très peu. Typiquement contre Draxan, vu comme Fourberie, vous pouvez faire transvaser votre Noble d'Estrier sur tous vos personnages chevaliers sur le board, et donc du coup ça fait autant de cartes d'avantage. Si tu l'as sous les yeux, ouais. C'est vraiment une carte puissante dans le deck. Et 3 boucliers qui peut jumper, c'est fort, et tout reste son effet d'un point de vue offensif est extrêmement fort, de filer renfort, un retrait, pardon, qui est peut-être des choses qui me manquent un petit peu dans le deck, le retrait et les renforts, donc qui va permettre de compenser ça, plus le bonus d'attaque, la fourberie, enfin, vraiment c'est une très très bonne carte. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec le Forgeron de Fer de Lumière, et ça renforce encore la mécanique chevalier dans le deck, plus avec le temps, vous pouvez filer chevalier dans vos marchands, donc c'est toujours une très bonne carte. Le bourrasque est assez important, qu'il ne faut pas oublier. Ça m'est arrivé du coup de typiquement pouvoir mettre dans mes limbes le forgeron sur un tour de Valhalla avec Tanfiel, et ensuite en bourrasque de pouvoir le jouer, ce qui fait un défenseur de plus immédiatement dans la phase de contemplation à la fin de la nuit divine, par exemple. Il y a plein d'utilisations possibles comme ça, donc ne pas oublier ce bourrasque qui peut vraiment faire du café, en fait, tout simplement. Ensuite, Tilk, qui est encore un marchand très très bon, qui vous permet de récupérer des très bonnes cartes. Je ne crois pas qu'il y ait une seule des cartes qu'il génère que je n'ai pas joué pendant le championnat de France. Que ce soit la Goule Moqueuse, qui en early est évidemment extrêmement forte, qui va vous permettre de poser un body pour pas cher, qui fait piocher, qui oblige à diriger sur lui, donc c'est très puissant. Altar est également une très très bonne carte, que ce soit en blast ou en défense, donc ça pour plutôt le mid-late c'est très très bien. Et l'esprit émancipé qui est aussi un très très bon body, c'est une très bonne carte. La seule qui se questionne un petit peu, c'est l'œuf, en sachant que s'il y avait plus de blast sur vos propres cartes, l'œuf se réfléchit, parce qu'un œuf ça permet de tutor Gooba en fait. Si vous pouvez casser votre œuf vous-même, ça fait un tutor à Gooba qui est loin d'être nul, et également récupérer un Gold Deal or, c'est pas toujours mauvais, ou sinon juste le donner à l'adversaire, parce que souvent l'adversaire il sait pas trop comment foutre, ou le mettre au-dessus de votre deck après pour pouvoir piocher et pas perdre une carte utile. Vous pouvez, avec l'effet de votre divinité, le mettre immédiatement au-dessus. Voilà, donc, du coup c'est peut-être le moins bon, je dirais, des 4, mais tout est très très bon avec Tilk, et c'est pas cher, c'est vraiment pas cher tout ça. Donc jouez-le et abusez-en, c'est important, et au fur et à mesure vous allez voir que tout sert. Ensuite, Mordred, qui est encore une carte très puissante, qui va permettre du coup de donner mort subite à n'importe quel marchand. Et typiquement sur le forgeron des fers de lumière, d'un seul coup, cette pauvre 1-1 qui fait rien, et elle peut aller prendre un leader méchamment toute seule. Donc c'est très très fort, en sachant qu'en plus, toujours avec la divinité, vous pouvez un peu contrôler ce qui est au-dessus de votre deck, et donc toujours un peu être en contrôle de ce que vous allez donner à l'adversaire, si vous voulez pendant votre tour. Pendant le tour adverse, c'est souvent un peu plus du gamble, mais vous avez toujours Alderan pour pouvoir bannir si jamais il y a une carte qui est vraiment trop problématique qui a été donnée à l'adversaire. Donc du coup, Mordred qui est également une très très bonne carte, et son effet est extrêmement puissant. Donc, les adversaires ont tendance à l'oublier, ou même si jamais vous n'êtes pas assez entraîné, vous avez tendance à l'oublier, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le plus 1 du coup sur n'importe qui, il va permettre sur n'importe quel marchand, va permettre du coup de synergiser également avec la vendeuse de joyaux, qui va pouvoir donner du coup renfort comme ça, retrait pardon, aux différents marchands. Donc c'est un très bon effet également parmi les marchands Mordred.
surtout pas dormir dessus. Ça peut être une menace n'importe quand pour un trade favorable, donc surtout pas l'oublier. Molly ensuite, qui est une de mes cartes préférées. Elle est extrêmement forte, 4-4 pour 4, et en fait elle va bypass du coup un défenseur unique qui a moins de force qu'elle. Qui plus est, à chaque fois qu'une carte rentre dans les limbes adverses, elle va gagner un marqueur +1/+1. Encore une fois, la petite combo avec la vendeuse de joyaux pour gagner retrait, et donc du coup son effet est vraiment, et son effet d'entrée en jeu qui va mettre dans les limbes à l'adversaire est extrêmement puissant. Ça vous permet du coup de faire des trades favorables qui ne sont pas prévus par l'adversaire, qui sont monstrueux, quoi, de pouvoir mettre double dégâts à n'importe qui en surprise, c'est très très fort. Et également, c'est pareil, vous passez sur vos propres personnages, c'est plus rare, mais c'est possible, par exemple, si vous avez besoin qu'un de vos personnages meure pour pouvoir profiter du valet latentiel. Ça arrive, donc c'est plus une niche, mais il faut pas l'oublier, et du coup son effet de passer par-dessus faire ce boost de force avec Elderan, ça peut vraiment permettre de venir mettre des gifles à 7-8 sans que l'adversaire puisse rien dire s'il n'a pas de gestion sur une 4-4 immédiatement, donc typiquement Épuré est faible. S'il n'y a pas la réponse, vous allez pouvoir du coup mettre, même s'il y a un défenseur, un gros taquet très rapidement. Et donc, du coup, il y a plein d'effets comme ça en marchand qui permettent de réduire un petit peu le board. On verra plus tard que le marchand a varié également. Et tout ça, c'est des cartes très bonnes pour pouvoir avoir ce moment où le tempo change. Et donc, du coup, en marchand pur, c'est plutôt pour jouer vraiment tempo, mais en midrange, c'est extrêmement fort d'avoir ce moment où vous pouvez faire swinguer la partie. C'est très très puissant. Jordan Bell, qui est aussi une très très bonne carte, je trouve, en marchand, qui est 5-5 pour 4, une des rares cartes qui risque d'aider l'adversaire. C'est important du coup de toujours contrôler ce que vous mettez au-dessus pour vous assurer qu'il y a au moins une carte mauvaise entre guillemets pour l'adversaire. Mais par ailleurs, son effet de vous donner une carte et de mettre une carte sous Jordan, ça permet de déclencher le temple au T1, tout comme Denzel. C'est les deux cartes qui permettent de le faire. C'est pas du tout à oublier parce que du coup ça fait un EC+ pour la partie, et à côté de ça c'est une 5-5 pour 4. C'est un très bon body et il permet du card advantage. C'est juste une très bonne carte sans plus, quoi. Le marchand de merveilleux, une des cartes clés du marchand, qui coûte 8, 5-7. Alors, il a retrait de base et catalyseur, et sa ferveur du coup va permettre plein de tricks, que ce soit pour vous de récupérer un de vos anges qui a été blessé pour le reposer du coup gratuitement parce que vous regagnez son coup, pour reposer immédiatement, pour soit redéclencher une ferveur, soit de le soigner, c'est très fort, et de pouvoir gérer en face une carte du coup Cost en faveur, c'est extrêmement fort, et plus la partie avance, plus il va être fort, grâce à son deuxième effet, qui donc, lui permet de s'incliner pour mettre la carte que vous avez ciblée, l'ange que vous avez ciblé sous le deck au dans la main, et sans faire gagner de C. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, c'est pas d'être un finisher à mon sens dans la partie, et il fait partie des gros arguments pour jouer marchand. Sans lui, pour moi le deck marcherait vraiment moins bien, comme Denzel par exemple. Oniris, dont j'ai parlé du coup déjà un petit peu plus tôt, c'est celui que je sortirais parmi les marchands qui sont très. Le vendeur de miracles, extrêmement fort, avec sa bonne tête, il permet des choses vraiment énervées. Le seul miracle que j'ai pas pris pendant le tournoi, ça va être une lumière dans les ténèbres, lueur dans les ténèbres, je suis plus sûr du nom de la carte. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la seule que j'ai pas récupérée pendant le tournoi parce qu'elle coûte un petit peu cher dans le deck, vu qu'il faut de la révocation. Mais les deux autres je les ai prises très souvent. La plupart du temps, vous prenez une pétrification, parce que ça vous fait un blast en plus dans le deck. Vous avez déjà Bafmacabre et Enchouillé comme blast naturel, et avec qui vous avez Altar, et avec lui vous avez en plus encore la pétrification et Fréador qui fait aussi un peu du ping, et donc du coup tout ça permet vraiment de stabiliser ces choses-là, et c'est toujours fort de pouvoir mettre 2 dégâts comme ça. Il coûte pas cher et il est très solide pour ce qu'il fait, et pareil le Joyau Pourpre qui est toujours une très bonne carte de milieu ou fin de partie. Donc voilà, une carte très puissante aussi qu'on ne présente plus trop, que beaucoup de TDA connaissent déjà très très bien, et bah ça il marche très très bien en marchant également. Ensuite, Jakis, qui est peut-être aussi une de mes cartes préférées. Il faut savoir que je suis un peu un pervers de ce point de vue-là. J'adore jouer avec les cartes de l'adversaire.
Je sais, c'est mal, je pense qu'il y a une place en enfer réservée pour les gens comme moi quelque part. Mais du coup, ouais, son effet est monstrueux. C'est une menace instantanée dès qu'il rentre sur la table. Ces statistiques comme ça, elles sont un peu étranges avec ce 4-6, mais en fait, ça lui permet de tenir bon sur beaucoup de choses. Et avec Elderan, il devient mais infâme avec le +3. Il peut vraiment venir manger, y compris des grosses cartes. Et il ne prend pas que les anges, il prend également les golems, ce qui est extrêmement fort. Dans des match-ups, c'est même clé. Pouvoir voler un Family Academy contre TDA, par exemple, c'est monstrueux. Hein. Vous pouvez difficilement faire ça pour l'adversaire. Et du coup, il prend la foudre. Comme il est très très fort, que tout le monde le voit et qu'il fait un peu peur, en général, il va se prendre des gestions très rapidement. Mais si vous arrivez à le faire tenir d'une façon ou d'une autre, il devient un vrai vrai gros problème. Très très bonne carte, une des cartes que j'adore dans la mécanique, que ce soit dans le deck lin ou dans le deck marchand. Hop. Et enfin, pour finir, la petite surprise, Wooba, qui, comme il est doppelganger, module, le chevalier et le marchand. Et du coup, c'est très 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 fort que ce soit un marchand. Ça vous permet de tutorer avec les marchés de Funaris ou d'activer votre divinité si jamais vous avez plus de marchand. Vous posez, il gagne marchand. Ça vous permet d'activer immédiatement la pioche. Donc c'est très très puissant. Ça permet plein de choses. Donc c'est important de se rappeler que Doppelganger ça marche comme ça. Et il me fait une transition toute trouvée avec les chevaliers, parce qu'il est du coup également chevalier, toujours dans cette mécanique-là, de Doppelganger. Et dans les chevaliers, du coup, on va avoir pas mal de gros body. Le cœur de la force de frappe du deck va être là quand même. Il y a un sous-module, du coup, dans le module chevalier, ça va être le module Elderan, je pense qu'on peut commencer par ça, qui est évidemment le cœur du deck. Hein. Vous avez donc 3 Elderan, le leader, qui est pour moi le meilleur ange du jeu à l'heure actuelle. Je vois difficilement qu'il peut éteindre dragée haute. Vous êtes sûr qu'il va faire des dingueries au moins un tour, quoi qu'il arrive, avec son effet d'entrée en jeu pour lui donner Égide. C'est monstrueux. Son esquive 3 qui est très très fort, son catalyseur qui est très fort. Tout est fort chez lui. Et de pouvoir récupérer un stand d'événement et en plus de faire son effet au choix, vraiment beaucoup. Mais c'est pas fini. Il y a sa phase de combat qui est ce qui le rend pour moi complètement broken. Sa phase de combat qui va permettre de soit donner +3 d'attaque, soit moins 1 d'attaque à n'importe quel ange sur la table. Il y a plein de choses à faire avec ça. Ça va permettre de faire des trades immondes en boostant de 3 un pins pour aller prendre une carte beaucoup plus grosse en face. Ou au contraire, quand l'adversaire s'évertue à faire monter pour atteindre pile ce qu'il faut pour pouvoir prendre votre carte, vous pouvez toujours lui mettre -1. Et là, en général, il pleure des larmes de sang. Et même C'est un petit faucon. le cas. Ouais, typiquement, c'est un anti-faucon qui est hyper fort. Ça permet aussi d'empêcher complètement les dragons fulgurants de faire des trucs sur leur tour. Enfin, non, vraiment, il est extrêmement fort. À lui tout seul, il motive le deck et je pense que ça va rester un des decks les plus forts dans les mains des bons joueurs pendant encore un long moment. À voir si, moi je pense, à titre personnel, que c'est le meilleur leader pour l'instant. On verra sur les prochains qui vont sortir. En tout cas, c'est celui que vous avez le plus besoin de gérer le plus vite possible. S'il tient 2 tours, c'est déjà un drame. C'est déjà un drame de laisser ce monstre-là avec sa phase de combat qui vraiment va détruire simplement le board. Donc gérer le deck possible, mais c'est dur de le gérer parce qu'il y a esquive 3, parce que dans le deck on met de quoi le défendre. Donc voilà, je pourrais en parler des heures de dire à quel point il est fort, mais globalement retenez ça, il est très très fort. Et du coup, comme il est très très fort, on a envie de le récupérer très vite. Du coup, plutôt que d'avoir juste 3 exemplaires, on va dire qu'on en a 5 dans le deck grâce à ces 2 cartes. Donc la garde royale qui permet de tutor Elderan, à noter qu'elle permet de tutor n'importe quel Elderan. Donc également là du prix du roi Elderan, pas uniquement Elderan. Donc c'est fort aussi, faut pas oublier. Bon, globalement, vous allez chercher Elderan, la plupart du temps il y a pas grand chose d'autre. Également, sa capacité spéciale qui est extrêmement forte, que les gens oublient, donc à savoir de mettre double aux légendaires et aux cartes qui ont au moins 3 marqueurs. C'est elle qui me permet de close contre Janter en tuant son maître des Ghouls, que je pouvais pas tuer autrement, en lui collant 8, du coup comme une petite brutasse qu'elle est, donc c'est une très bonne carte. Et à côté de ça, on a le commandant de la Légion, qui est également une très bonne carte, avec lui aussi une capacité spéciale qui est très cool de pouvoir redécocher son catalyseur, et sa faveur qui permet de venir mettre une carte Légion, n'importe laquelle, donc également vos cartes de Doppelganger, c'est important, et la mettre au-dessus, et c'est là aussi, ça fait encore un effet qui va permettre avec Mercury, au lieu d'avoir un tutor pour le prochain tour, d'avoir un tutor pour le tour
à l'instant T. Donc avec tout ça, ça fait que en tout dans le deck, on a entre guillemets 5 Elderan et les 2 auberges en plus, ça fait qu'a priori, ça n'arrive pas, que vous ne voyez pas votre Elderan, et même nous, la consigne qu'on s'est donnée, c'est de ne pas jouer Elderan si on n'a pas de quoi le reposer immédiatement ou le sauver immédiatement. Idéalement, on veut les deux, de quoi le protéger et de quoi le reposer tout de suite. Ça va permettre en fait une fois que l'adversaire a dépensé beaucoup de ressources pour pouvoir tuer votre Alderan, vous le reposez instant et vous voyez des espoirs s'animer au fond de ses yeux. Et donc du coup, ces 2 cartes-là vont permettre ça, de ne pas hésiter à les garder un petit peu en main en attendant de nouveaux mots-clés pour pouvoir récupérer un deuxième Elderan. Elles sont là pour ça, quoi. Voilà. Ensuite, on a plein de chevaliers qui sont tous très forts, sauf un qui, je dirais, du coup, au moment où on apparaît, ça passera dessus. Donc, Chevalier de la Légion, qui est une très très bonne carte. À partir du moment où il a au moins un marqueur plus 1 plus 0 ou plus 0 plus 0 ou plus 0 plus 1 pardon, sur lui, il va gagner Berserk, ce qui est monstrueux contre plein de decks. Typiquement contre les decks boules, ça va être extrêmement efficace d'avoir cette carte-là. Contre TDA aussi, qui a souvent beaucoup de pins, il va pouvoir faire beaucoup de taf. Et donc du coup, c'est une carte que l'adversaire a très envie de gérer très vite. À noter également sa deuxième capacité spéciale. Quand il a un peu plus de marqueurs encore, l'adversaire est obligé de venir s'empaler sur lui avant de pouvoir attaquer une autre de vos cartes Légion. Il y en a plusieurs dans le deck, c'est qu'on a déjà vu du coup avec Elderan, le commandant, la garde royale. Donc du coup, ça permet ça paraît un peu anecdotique comme ça l'est un petit peu, mais c'est pas nul, et c'est surtout son effet berserk qui me motive. C'est un pins pas cher, c'est encore un chevalier, donc une très bonne carte, encore une fois. Arantris, qui du coup, lui, il rentre même dans 3 modules. Il est autant dans le module chevalier que dans le module de soins, avec ses capacités guérir en ferveur et en aura rapide, et également dans le module de récursion, que j'appelle récursion pour Elderan. En fait, lui, il va vous permettre un tour où vous tuez Elderan pendant votre phase d'attaque, que ce soit sur un trade ou parce que l'adversaire a trouvé les réponses qu'il fallait. Sa capacité divine vous permet, du coup, vous gardez bien Arantris en main à ce moment-là, vous le posez sur le board, ça vous permet de remettre Elderan depuis votre purgatoire sur le dessus du deck, donc pour le prochain tour. Du coup, c'est extrêmement fort. Il s'inscrit bien dans toutes ces mécaniques. Il y a des très bonnes stats, catalyseur, esquive. Donc ouais, du coup, c'est une carte que vous avez envie de voir, que vous pouvez jouer même même sans les synergies qui vont avec, parce qu'il y a comme je dis, il y a des très bonnes stats de base, et l'adversaire a très envie de le gérer, donc du coup, c'est vraiment, encore une fois, une carte qui marche très très bien, et qui s'inscrit bien dans toutes les synergies du deck. Donc c'est un des auto-inclus pour moi dans le deck. Ensuite, Catharsis, qui s'inscrit du coup dans le module de soins également avec ses capacités. Il fait partie des cartes que, avec le recul, on a regretté d'avoir mis dans le deck. Il y avait d'autres cartes qui me semblent plus impactantes, qu'on verra après. On aurait dû rentrer à la place, mais sinon ça reste un bon body. Il est pas nul, disons qu'il est juste pas brillant dans le deck, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on, sur une version optimisée, on le ferait sauter actuellement. Crassus, par contre, lui, on ne le ferait pas sauter. Lui, il resterait bien. Il est extrêmement fort. Son retrait, son esquive sont déjà très solides, et surtout ses capacités à grossir comme ça et à soigner votre divinité est extrêmement forte. C'est un problème à quel point cette carte est puissante. Lui, vous le gardez quoi qu'il arrive dans le deck. Surtout, pas y toucher, il fait partie des auto-inclus pour moi en chevalier. Donc voilà. Rien à dire de plus, juste un excellent body. Arcturus, recruteur de talent, qui est une très bonne carte et qui fait partie du coup de la justification d'avoir un module chevalier conséquent, c'est qu'il va vous permettre de récupérer n'importe quel chevalier. Vous avez envie de l'avoir, c'est un pins, donc c'est cool qu'il y ait des pins utiles dans le deck pour avoir de quoi un peu accompagner vos gros personnages, pour essayer d'aplanir un petit peu votre curve au niveau du coup. Et des statistiques, tout ça, on pourra en parler un peu après. Mais du coup, ouais, donc il est très très bien, il permet de piocher. À noter qu'il permet également de piocher du prix du roi Elderan, qui est chevalier. C'est à ne pas oublier. Bon, c'est moins fort parce que vous annoncez que vous avez du prix en main, mais c'est une très bonne carte aussi, et ça vous assure ça. Et récupère également votre doppelganger, encore une fois, Gooba, qui s'inscrit dans tous les modules de classe comme ça. Donc c'est voilà, une bonne carte de toolbox
qu'on veut voir. Vanaris, du coup, qui s'inscrit également dans le module de soins, qui est également beaucoup trop forte pour ne pas être rentrée. Son effet de pioche est extrêmement puissant et son effet d'antidémonification, c'est un vrai problème qu'elle est sur le board. Elle est compliquée à lire, son effet paraît bizarre à la première lecture, mais une fois que vous savez la jouer, elle est très très forte. Donc, la garder là, elle est bien. Klingar l'Océan, qui est aussi un fat body, et qui arrive avec son double catalyseur puis son esquive, donc c'est très puissant. Et si par malheur il arrive à activer sa phase de combat, c'est un bral. Il va vous permettre d'activer des Harry immédiatement, de renforcer Freador, on va voir un petit peu plus tard, en niveau synergie, ce qui est extrêmement puissant. Et voilà, donc, et c'est une carte avec retrait, ce qui est important dans le deck. Donc, très bonne carte. Freador, du coup, dont je parlais à l'instant, qui est également une carte que je trouve très puissante et très utile dans la plupart des decks Tombe de la Lumière. Pour moi, c'est presque un auto inclus, parce que sa capacité du coup à ping, ça va vous permettre de vous sauver de certains match-ups, notamment les match-ups symbiose par exemple, qui peuvent être très problématiques. Il faut jamais dormir sur du symbiose. On a vu un symbiose parfait à ce tournoi et c'est pas pour rien, ça reste très très puissant. Et le fait de pouvoir comme ça mettre des petits dégâts par-ci par-là et de pouvoir grossir lui-même, ça en fait du coup une très très bonne carte pour aller venir finir le job avec les différentes cartes. Surtout que vous attendez de poser en deuxième parole pour pas qu'ils se prennent des purées et des faibles. Et avec ça, vous avez une carte vraiment bien pour pouvoir gérer plein de choses. Donc voilà, très très bon chevalier. Et du coup, Booba, qui est chevalier, et comme je l'ai dit, du prix du roi Elderan également, qui, grâce à leur classe, vont pouvoir synergiser un petit peu avec ce qu'on a montré déjà. Ensuite, le troisième module, hop, je regarde ce que j'avais annoncé dans mes petites notes. Bam. En troisième module, on a le module de soins, du coup. On va pouvoir récupérer les cartes de soins, plus les quelques cartes qu'on a déjà vues qui rentrent dans ce module. Du coup, le cœur du module de soins, ça va être toucher divin. Vanaris, Arantris et Catharsis. Je crois qu'on a tout. Donc ouais, du coup, le module de soins, qui, bon, toucher divin, on présente pas la carte, hein, elle est si forte et si, et avec le deck qui l'accompagnait, a un peu défini le format pendant les vies. Et c'est pas pour rien, parce que ça reste une carte extrêmement forte, et en particulier en leader, je trouve, grâce à son effet de cyclage. Son effet de cyclage en leader, ça va être extrêmement puissant pour permettre de mettre deux cartes en main que vous ne voulez pas pour ce moment ou pour ce match-up, de mettre en dessous pour creuser, pour récupérer des meilleures réponses. C'est extrêmement fort. Le fait de récupérer un EC à chaque fois que vous soignez, c'est extrêmement puissant également. Et voilà, c'est une très bonne carte. Vous allez pouvoir tutor avec le de toolbox qu'on a avec Tonic, entre autres. Donc du coup, c'est une très très bonne carte dans le deck également, qui va venir un peu consolider tout ce module de soins qui va vous permettre du coup plein de choses. On va pouvoir voir piocher, gagner 2C. Elle est là, c'est une carte clé de ce module-là. Nalina, du coup, qui est toujours très puissante dans un deck qui a un petit peu de soin, avec son espèce de double catalyseur, plus son soin, plus après son catalyseur récursif, qui va pouvoir faire à chaque tour tant que l'adversaire ne la gère pas. Donc du coup, pareil aussi, ça se fait très bien dans le soin. On l'a vu avec les decks chevaliers, c'est une bonne carte. Angelina, pareil, j'ai pas besoin de la présenter, elle fait partie des cartes presque autant incluses pendant un moment dans tous les decks. Donc voilà, pas la peine de la présenter, elle est extrêmement forte ce jeu-là. L'écuyer du commandant, qui est une des cartes qui sauterait a priori avec du recul. On l'a rentrée principalement parce qu'on s'est dit que ça pouvait permettre, en plus de soigner, de gérer aussi des cartes comme, comment il s'appelle, le Draxan qui colle 3 quand il rentre et qui assassine si on est blessé. Rasputin. Rasputin, merci. Qui a pas mal ça, c'est une carte qui permet de tenir sur un Rasputin, donc c'est toujours fort. C'est un jump, parce qu'un golem, du coup, on jump 3 boucliers, c'est toujours bien. Et l'effet de soin plus, et la petite réduction pour le commandant, c'est toujours sympa. Bon, ça brille pas, mais c'est sympa. Donc, et avec du recul, on aurait mis une carte plus impactante, ça, je pense.
Vanaris, du coup, dont on a parlé tout à l'heure, Arantris et Catharsis également, donc qui tous vont permettre d'avoir encore un peu plus de guérison, et Vanaris qui, elle permet de gagner encore de la pioche. Comme vous avez pu le voir, il y a déjà pas mal de cartes qui vont permettre de faire du card advantage ou du cyclage, et c'est tout ça qui permet vraiment de stabiliser le deck. D'un point de vue statistique, le deck est extrêmement solide pour ça. Et donc tonique qui permet de tuteur le toucher divin pour stabiliser tout ça. Donc encore une fois, ça de toute façon, dans tous les decks toolbox, une des clés pour un bon deck toolbox, c'est d'avoir beaucoup de tuteurs. Il y en a pas mal dans le deck, ou de la récursion, genre d'effets qui vont permettre de choisir un peu ce que vous voulez faire. Ça va toujours être très puissant et toujours présent dans les decks qui se veulent toolbox. Voilà pour le module de soin. Hop. Ensuite, le module d'après, c'est le module que j'ai appelé récursion d'Elderan. Et du coup, ça va être assez frustrant pour l'adversaire. Là, l'enjeu, du coup, donc on a Retour Divin, Alexandra, si je ne m'abuse, Auréole Funeste, Arantris. Et je crois que c'est tout. Pendant un temps, il y avait Dianora dans le deck également, qui fait partie des cartes qui pourraient rentrer très très bien. Mais là, c'est les cartes qui sont restées, du coup, à la fin des fins. Donc elles vont tout permettre, en fait, de rejouer, entre guillemets, Elderan après qu'il soit pris une gestion, ou de le sauver d'une gestion. Et donc ça, c'est ça peut être très démoralisant pour l'adversaire quand il dépense beaucoup d'énergie ou des cartes puissantes pour pouvoir gérer votre Elderan et que vous dites que en fait non, Elderan il va rester là et ça peut être un vrai problème en sachant que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ces cartes uniquement sur Elderan. C'est des principales, mais elles vont être extrêmement puissantes également sur les autres cartes du deck, toutes les cartes avec ferveur pour Alexandra assez fort. Et du coup, c'est des cartes qu'il faut vraiment vous dire que vous n'osez pas Elderan tant que vous n'avez pas un deuxième Elderan ou une de ces cartes en main au moment où vous jouez. Donc c'est très important de garder tout ça bien sous le coude et bien garder ça en tête. Ça va vraiment stabiliser votre deck et vos sorties, quitte à jouer un petit peu plus contrôle en attendant d'avoir du coup ces outils-là pour pouvoir recycler Elderan. En tout cas, c'est quelque chose qui est toujours très frustrant pour l'adversaire. À noter avec Alexandra, petite précision tant que j'y pense, comme j'ai dit, elle permet de casser les auberges, mais elle permet également, si besoin, de casser. Ça peut paraître un peu étrange, mais il y a des moments où avec le deck, on ne peut pas se permettre de casser un adorateur. Les marchés de Sunaris contraignent un petit peu là-dessus. Donc du coup, il faut, comme le deck n'est pas 100% marchand, une fois qu'on a déjà pas mal défaussé les cartes qui sont sous les marchands, le temps ne va plus servir à grand chose en réalité. Faut pas hésiter du coup à casser pour ça. Ça me permet de tenir ma game contre Osirata en top 32 que j'aurais vraiment sur les sorties strictement j'aurais dû perdre, mais parce que j'ai fait des choix un peu non orthodoxes on va dire et que j'ai réussi à vraiment bien défendre, ça m'a permis de faire un plus gros comeback que j'ai fait tout jeter confondu. Et Alexandra, le fait de péter le temps fait partie des plays qu'il faut pouvoir penser un petit peu dans ces moments difficiles, quoi. Voilà. Et ensuite, on a le dernier module qui est un peu fourre-tout avec des petits sous-modules dedans, normalement. Donc c'est ce que j'ai appelé Good Stuff, Toolbox, Carte Tech. Il y a juste ce module bannissement. Oui, pardon, le module bannissement avant. Excuse-moi, tu as raison. Un module qui est important et vu, il y a des decks un peu sensibles au bannissement qui ont aussi à parfait. Donc les modules bannissement, en fait, c'est des cartes qui vont permettre de bannir tout simplement les cartes adverses, et c'est très important pour des decks Zodiac et tout simplement ou les decks Ghoul également. Ça va aider contre. Donc du coup, on a épuré les faibles, qui est un staple pour moi. C'est partie de l'auto inclus dans tous les decks pour du compétitif. C'est très difficile de pas jouer la carte. Voilà. Sur consommation magique, c'est pareil, c'est très difficile de pas jouer la carte, c'est une carte extrêmement forte qui va bannir n'importe quoi, donc c'est important de retenir qu'il peut aussi bannir des golems avec. La baffe macabre, qui en plus d'être un blast est un effet de bannissement, donc c'est très fort. Ragwell, qui est une carte qu'on ne présente pas non plus, tant elle est puissante et qui en plus va vous permettre d'asseoir certains match-ups. Son effet de lumière du coup pour le ban est là, et vous allez voir, il y a tout un module autour de lui qui est présent dans le deck. Et du coup, c'est la bénédiction qui va permettre donc encore une fois de rajouter encore du tutor, de stabiliser. Bénédiction qui peut être tutorée elle-même par tonique, ce qui signifie d'un point de vue statistique en termes de rythme de pioche, c'est exactement comme si vous aviez 3 Ragwell dans votre deck.
Ça veut dire que statistiquement, vous avez autant de chances de piocher votre Raguel que dans n'importe quel deck, en réalité, standard, entre guillemets, qui met 3 Raguel. Alors au moins que si vous jouez et 3 Raguel et Tonic et la Béné, mais de base, vous avez là, dans un exemple très concret, pour moi, comment est-ce qu'on build des leaders, c'est qu'il faut avoir des effets redondants, des effets qui vont stabiliser en réalité la pioche, et là, on a un exemple parfait. Statistiquement, c'est comme si on avait mis 3 Raguel dans le deck, ce qui est vraiment mieux que 1, hein. J'ai pas besoin de vous expliquer ça en long en large, mais ça veut dire qu'en de départ, vous avez en gros un peu plus de 50% de chance de le voir après votre mulligan, donc d'avoir Raguel T1 quoi qu'il arrive. Donc c'est extrêmement fort. Vous n'avez pas envie de jouer T1, vous T2 a priori, voire T3, ça dépend de la partie. Mais vous êtes sûr de le voir, donc ça veut dire que pour les match-ups sensibles à ça, typiquement Ghoul, ou même TDA qui a beaucoup de pins, ça va être extrêmement important de stabiliser ça, et donc ça permet ça. Donc, plusieurs sommets des bannissements, on a une stabilité sur Raguel avec la bénédiction qui va bannir et récupérer Raguel. Donc ça c'est pour le module bannissement, et du coup, le dernier module, stuff, avec des cartes qui sont juste trop fortes pour pas être mises, et qui sont juste très très bonnes dans le deck. Ouais. Donc Harry Griffin, qui est un très bon module qui j'ai oublié qui rentre lui aussi dans le module de ban parce qu'il gagne lumière à partir du moment où il a ces 2 marqueurs, en plus de permettre de mettre un pigeon en plus en renfort, ce qui est extrêmement fort, en sachant que une fois que vous avez Alderan, Harry c'est automatique. Vous avez un soutien de non, alors que si vous avez besoin, vous savez que vous allez pouvoir mettre un oiseau en renfort. Un faucon, pardon. Et donc sa capacité qui est très très forte. Voilà, donc c'est une carte qui paraissait qui synergise pas particulièrement avec le reste du deck, mais qui est trop puissante pour pas être un plus. Ça va être pareil pour la carte d'après qui est Doudou. Et Doudou qui est rentré aussi dans le module de bannissement, je suis désolé, je t'ai mis. Mais qui permet de bannir également encore un peu plus. Et qui est juste, encore une fois, trop forte pour ne pas être jouée. Voire, ça fait partie des cartes que tout le monde pouvait rallier sur différentes cartes. Je trouve que Doudou, pour moi, est bien plus problématique en termes de. Voilà, c'est normal ce bruit qu'on entend. J'entends un très gros souffle. Ah Non, oui. c'est bon. Là, Ouais, tu j'ai entends entendu mieux. Là, c'est bon. Il y a plus. Ok. Mais il y avait un gros bruit. Donc, c'est Doudou qui, pour moi, en termes de deck building, est plus problématique que beaucoup d'autres cartes sur lesquelles on a pu râler de ci de là, parce que c'est très très difficile dans le méta de pas jouer Doudou tellement elle est forte, peu importe que le deck s'axe autour, mais elle a trop d'effets trop puissants pour ne pas la jouer. Donc voilà, elle est dans le deck pour ça, elle renforce le module de bâtiment encore, elle permet de piocher, elle donne plus de, bref, elle fait le café également et vous permet d'assurer vos rendez-vous téléphoniques et de réussir vos entretiens d'embauche. Bref, jouer Doudou, c'est trop fort. Ensuite, on a le Famille de l'Académie, dans le même genre. Famille de l'Académie, encore une fois, une carte extrêmement puissante, qui va générer du coup un card advantage assez monstrueux un peu tout le temps. Partie des cartes comme ça qui, pour moi, faut vraiment de très 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 bons arguments pour ne pas la rentrer dans tous les decks tant de la lumière possible. C'est extrêmement fort. Contre TDA, c'est une carte monstrueuse à avoir du coup en début de partie, parce que ça vous permet d'avoir un renfort en plus. TDA n'aime pas du tout si jamais vous avez un moyen stable de lui retirer son LV avant votre première attaque, ou juste avec ça vous assurer de retirer le premier LV au premier tour. Ça change vraiment la partie pour le TDA. Il est beaucoup moins tranquille. À noter que cette carte peut être également tutorée avec la vendeuse de joyaux, parce que c'est une page qui coûte 3 ou moins, 4 ou moins, l'un ou l'autre, je me rappelle plus. Vous pouvez tutorer avec la vendeuse de joyaux, et donc ça veut dire que vous pouvez tutorer votre Famille d'Académie. Qui signifie tout ça, tous ces tutors, tous ces effets, qu'on a un match-up très favorable contre le Temple de la Lumière dans le deck. Déjà avant le side, c'est extrêmement fort. Après le side, c'est pour moi pas un 90-10 le match-up, tellement c'est stable. Il y a trop de tutors et tous les effets sont trop d'effets redondants qui vont permettre de mettre du renfort. Donc ça en fait partie de ces cartes-là. Donc voilà, c'est une académie carte très puissante. Ensuite, j'aperçois Rainy Briseur de Surprise, qui est une carte tech, qui est rentrée du coup pour les match-up Ghoul et TDA. On attendait du coup pas mal au
au CDF, et on n'a pas eu tort parce que du coup on a tous croisé dans l'équipe à différents moments. Moi en top, j'ai croisé particulièrement du coup Hugo et TVA avec du coup toi GG ainsi que Janter. Et Rémi a été une carte clé dans ces match-up-là, dans les deux cas. Sachant qu'on peut tutor avec l'auberge, on est à peu près sûr de le voir quand il y a besoin. Voilà, c'est une carte très très fort. Faut juste faire attention à bien clean ses pigeons si on veut pouvoir le poser. Pas oublier qu'on ne peut pas le jouer si jamais on contrôle du coup des pigeons ou si on s'est fait démonifier, tout ça, faut faire attention à ça. Mais voilà, très très bonne carte tech qui du coup dans un deck toolbox brille parce qu'on peut tutor. Hop. Le Scribbler Academy, encore une fois, une carte un peu trop forte pour pas être jouée. C'est un pins qui fait pas grand chose à paraître un pins, si ce n'est qui vous permet de regarder dans les 3 premières et d'en choisir une, ce qui est évidemment très très puissant. Puis ça vous permet du coup de cycler une carte que vous avez mis au-dessus du deck avec Mercuris, par exemple, si vous débarrassez d'une carte pour le match-up ou quoi, bah, il permet ça. Entre autres, sur Ember, il permet aussi, grâce à Ember, on peut savoir si c'est intéressant ou pas de jouer maintenant. Bref, une très très bonne carte qui s'inscrit très bien dans le deck. À dire. Ragwell, du coup, dont on a parlé, qui est extrêmement fort dans les match-up clés. Le Ghoul en particulier, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, on a envie de le voir dans le deck. Du coup, extra béné plus tonique, qui permet de stabiliser ça. L'arbre au feu éternel, encore une fois une carte de toolbox qui va vous permettre de considérer que tous les miracles que vous avez joués dans la partie, c'est comme si vous aviez un deuxième exemplaire de ces miracles avec son effet de mise dans les limbes. C'est très très puissant, c'est assez facile, même avec peu de miracles, de pouvoir déclencher son effet, parce que on a Elderan, le marchand de miracles, et la vendeuse qui nous permettent de générer des miracles supplémentaires dans le deck. Du coup, c'est une très bonne carte pour ça, c'est difficile de ne pas la jouer dans un deck toolbox. Hop, passage entre les royaumes, encore une fois du toolbox. Il y a vous avez pas mal de classes différentes dans le deck et ça va vous permettre du coup de récupérer la réponse appropriée, en sachant qu'il y a rarement une bonne réponse entre marchand et chevalier pour l'adversaire. Toujours un choix difficile à faire entre les deux, et donc, du coup, voilà, c'est encore une bonne carte. Voilà. Bon, Enchouillé, qu'on n'a pas besoin de présenter aussi, hein, c'est un auto-inclus, c'est pas pour rien, ça permet quand vous êtes premier joueur, vous avez 13, vous le serez souvent, de vous défendre sur le premier tour, il faut jouer des enchouillés. Pareil aussi, des bonifications, un auto-inclus incontournable, qui est très difficile de ne pas jouer dans tous les decks, de par son intervention divine, ça peut vous sauver des games sur des parties où il n'y aurait pas eu d'autres réponses possibles en fait. Donc voilà, encore une fois, une carte très puissante. Foi du héros, une carte que je trouve sous-estimée, que je pense qu'il n'est pas du tout assez joué pour la puissance que c'est, que ce soit pour finir ou pour défendre, c'est extrêmement puissant comme outil. À mon avis, c'est une carte qu'on voit pas assez, et j'ai mal à comprendre pourquoi. Si c'est mon révocateur et ça tue le personnage, mais si jamais ça vous permet de gagner, voilà. C'est pas très grave de payer entre guillemets beaucoup si jamais ça vous fait gagner immédiatement. Hop. Et transformation bestiale, encore une carte équilibrée. Qui va permettre de rendre mortel sur un tour en surprise immédiatement. Sur Elderan, ça veut dire concrètement avec le plus 3 d'attaque, le plus 6 en tout, et le plus 2, globalement vous pouvez mettre jusqu'à 30 dégâts en une attaque. C'est-à-dire que même un deck équipement, vous pouvez le tuer en une baffe. Donc c'est extrêmement fort, ça va permettre de close des games beaucoup plus vite que prévu, ou sinon juste en défense, c'est très très puissant également. C'est fort aussi avec Elderon qui a Égide. Du coup, Sur Alderan, c'est évidemment monstrueux, ça marche très très bien sur Duel aussi. Même s'il n'est pas inciblable à ce moment-là, ça peut quand même venir faire une grosse gifle à 22, enfin bref, ça a fait des trucs quoi. Et je crois qu'on a fait le tour du deck, on peut parler maintenant du side. Oui. Hop. Du coup, le side, donc comme je vous ai dit, le survivant qui est là pour bait peut servir dans certains match-up, mais qu'il faut avoir en tête et qui me paraît très important du coup à montrer à l'adversaire pour pas lui dire c'est bon, t'as le champ libre, j'ai pas de reset, fais-toi plaisir. Avec ça et Rémi briseur de surprise. Pardon, il y a Rémi. Oui, c'est briseur de surprise, c'est pas lui. Ah pardon, Rémi briseur de demi-portion, excuse-moi. Oui. Avec Rémi briseur de demi-portion et suivant, vous avez du coup du reset dans le deck, ce qui est toujours bien à montrer. Ensuite, Rémi briseur de surprise qui est rentré
un peu sur la fin, qui est une bonne carte. Concrètement, il n'y a pas, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une carte non plus incroyable, mais qui va permettre, avec son double dégâts sur les vaillants et son effet de pouvoir empêcher du coup les capacités déclenchées d'une façon ou d'une autre, c'est très sympathique. Le fait à noter qu'il booste également en autre Rémi, vu que sa capacité spéciale se fait sur Rémi entre elles, ça va vous permettre du coup de booster également votre autre Rémi si jamais vous jouez les deux. Voilà, c'est fait partie des cartes que, avec le recul, je changerais. Je sortirais du side au profit d'autres cartes. On verra ça juste après. La cavalcade de Cagoule, comment ne pas la jouer? C'est une carte qui est extrêmement forte dans des matchs précis. Typiquement, contre le Temple de la Lumière, au premier tour, après un Frost, votre adversaire pleure des larmes de sang. Et même en dehors de ça, sur du late game, ça peut vraiment permettre de venir clôturer des parties en surprise très très fort en réponse à une des modifications sur votre seul personnage en embuscade. C'est très puissant également. Donc voilà, cavalcade de Pégase que je trouve très très puissant. Et depuis que Cagoule a fait l'exploit de gagner la partie la plus rapide du jeu à l'heure actuelle grâce à sa double cavalcade de Pégase, on a envie de la jouer dans tous les decks. Voilà. Tueur de Dieu, carte sur lesquelles mes camarades ne m'ont pas suivi. Ils ont joué autre chose dans le side, eux. Moi, je trouve ça puissant d'avoir cette carte-là pour pouvoir clôturer les fins de partie un peu difficiles ou les milieux de partie qu'on a deck contrôle. Typiquement, ça peut être une bonne carte. Ça fait partie des cartes qui, avec du recul, je sortirais quand même au profit d'une autre carte dans le side que je vous montrerai juste après. Mais c'est moi, je trouve c'est une carte que j'aime bien. Voilà. Après, c'est pas non plus la meilleure carte du monde. Objectivement, il y aurait peut-être eu mieux à mettre là dans le side structure de 2. Et pour finir, Frost, qui est extrêmement puissant. Son effet de cyclage est très très bon dans le deck. Son effet de immédiatement retirer un PV du coup contre Temple de la Lumière, contre Tour de l'Académie. Ça, y a pas de secret, hein. C'est ça qui permet de stabiliser énormément de match-up pour arriver en side. Ça va être très difficile de perdre juste grâce à cette carte-là. Et avec l'auberge, vous stabilisez, vous êtes à peu près sûr de choper la pièce manquante, on va dire, puzzle. Ça ressemble presque à un deck combo contre de l'Académie. Et vous avez donc les différents outils pour aller chercher l'outil qui manque. Alors que ce soit le Frost ou un Harry par exemple pour avoir un renfort en plus, ou encore le Chevalier de la Légion pour avoir un Berserk, donc une double attaque grâce à son Berserk. Voilà, comme ça il y a plein de petits outils et vous avez plein de tutors en fait pour ces différents outils pour vraiment stabiliser le fait de réussir en cas d'essayer de mettre mortel ou presque à la première attaque au premier tour contre de l'Académie. Du coup, Tour de l'Académie qui est le seul match-up contre lequel on veut à tout prix se mettre deuxième et pas premier. À notre connaissance, c'est vraiment le seul. D'autres qui pourraient écouter c'est Zodiac, mais bon, c'est difficile contre Zodiac de choisir vraiment ce qu'on veut. Voilà pour le deck tel qu'il était et le deck tel qu'il serait si jamais j'avais eu un petit peu plus d'expérience. Donc en main deck, on a ces trois cartes là qui rentreraient. Donc elles rentreraient à la place de Écuyer, de Catharsis et de Oniris. Comme ça vous allez avoir en exclusivité des petites optimisations à faire sur le deck vous aurez envie de jouer. Donc ça rentrerait par-dessus tout ça. Donc Oniris sortirait au profit d'Orphopier parce qu'Orphopier est un marchand, comme il y a Doppelganger, et c'est une carte extrêmement puissante qui va renforcer également le module bannissement grâce à sa lumière, plus son insensibilité va vous permettre contre le deck Zodiac de ne pas vous manger bêtement des cochons, donc c'est très très puissant. Ensuite on a l'élévation Sargeras qui va rentrer dans le deck, qui est un chevalier, donc du coup c'est ça qui peut rendre escape partie sans problème, mais qui a le bon goût d'apporter ce qui manque dans le deck, à savoir du renfort. C'est le gros point manquant du deck, et l'élévation Sargeras permet ça. Donc c'est extrêmement puissant, et donc, du coup pour pouvoir stabiliser encore un petit peu l'élévation Sargeras, on rentre la pluie mordante qui
est en soi une très bonne carte, un peu toolbox qui va permettre de gérer des golems qui vous embêtent à un moment ou à un autre. Typiquement, le golem qui permet d'empêcher le bannissement en ghoul, de pouvoir le retirer, ça peut être très utile à un moment ou à un autre. Et sinon, son effet de -3 d'attaque, entre ça et Elderan, ça devient vraiment compliqué à l'adversaire pour pouvoir tenir un peu. Et en plus, ça a 2 de valeur de temps. Donc c'est très très puissant d'avoir un truc qui dure un peu longtemps pour l'élévation de Sargeras. Et avec Tonic, on est sûr de pouvoir piocher la bonne réponse au bon moment et où ça rend l'élévation très stable dans son effet. Voilà. On est passé à côté pendant le deck build parce que d'office on a entre guillemets retiré de notre mémoire toute la partie chevalier véné et c'est passé comme ça. Du coup, j'imagine que tu me poses la question de pourquoi l'appui plutôt que la bénédiction de Saint-Georges-Alphe, parce que la bénédiction coûte un bras, elle est Oui, c'est ça. extrêmement chère, et le deck est déjà relativement cher par rapport, si on fait les statistiques, je mets une métrique du coup, une petite astuce de deck building, une métrique qu'on s'est rendu compte, QT en premier, tu en as parlé et que j'ai du coup par la suite pu constater également, c'est que le coût total de votre deck, idéalement, essayez de viser autour de 160. On s'est rendu compte avec QT que c'est quand on arrive à ce chiffre-là qu'on est relativement serein en termes d'économie. Si vous additionnez en fait bêtement tous les coûts en EC de votre deck, il faut que ça passe autour de 165. Là, on est à 172, il me semble. Donc du coup, une bénédiction qui coûte 4, c'est vraiment pas rien à faire rentrer. C'est vraiment très cher, et donc c'est pour ça qu'on va préférer ça. Et dans le side, du coup, les 2 cartes qu'on sortirait, ce serait Tueur de Dieu et Rémi, pour rentrer Anna et une 4e bénédiction, la bénédiction de Nigdelta, verdict suprême. Du coup, on sortirait donc ces 2 cartes-là au profit de ces 2-là, parce que la bénédiction de Nigdelta, c'est encore du bannissement. Du coup, c'est fort. Et en plus de ça, c'est également une carte qui va permettre de blanchir du coup le kata spécial. Et donc typiquement, en milieu de partie contre Ghoul, ça va être extrêmement fort de pouvoir dire non, ton maître des Ghouls, tu peux pas le poser, ou si tu le poses, c'est une 0-0, donc tu la poses pas. Et avec Elderan, on va pouvoir lui rajouter des jetons sabliers. Donc du coup, ça va permettre de faire durer l'effet encore plus longtemps. Donc c'est vraiment une bonne carte pour ça. Donc une bonne carte de side à mon avis. Et voilà, et pour Anna, ça va être également du coup vis-à-vis match-up Ghoul, mais pas que. Donc elle va s'intégrer au module de soins très facilement avec son effet, sa double ferveur, permet de soigner, mais elle va aussi permettre avec le fait de pouvoir immuniser à la mort subite, donc se protéger du baron, qui est un vrai problème. C'est une carte vraiment très très puissante pour gérer des ponts, carte très bien pensée. Et grâce à Anna, on va pouvoir tenir en fait le trade. Et la synergie également avec Mordred est très forte, de pouvoir donner du coup mort subite à n'importe qui et de ne pas subir l'impact négatif de votre mort subite. Donc du coup, je pense que ça s'intègre bien au deck side, si vous allez pouvoir la rentrer et vous avoir de bonnes synergies en plus et de quoi vous défendre contre une des vraies menaces pour votre Elderan ou votre Aqual. Il y a aussi Alcor. Alcor, ouais, on avait. Oui, qui donne ensuite, tout à fait, qui va permettre de protéger de ça. Il y a dans les cartes qu'on a envisagées pendant un temps, qu'on a sorti, il y avait également Falcor, qui permet un petit peu des choses dans le même goût, mais qu'on s'est dit que bon, au final, il n'était pas forcément assez stable, plus il mangeait des surconsommations magiques, donc du coup c'était un peu, on a fini par le sortir. Oui. J'ai vu que tu avais préparé encore quelques autres petites cartes qui te... Alors ça c'est des cartes qui je pense... Ouais, c'est des cartes qui n'ont pas passé le cut, mais qui pourraient tout à fait justifier en modifiant un petit peu le deck et suivant un peu le terrain. Je sais que mes camarades sont pas d'accord avec moi sur Sergio Caméléon, mais moi je défends cette carte-là, qui je pense s'intègre vraiment bien dans un deck toolbox, parce qu'en fait elle va permettre, par exemple si jamais vous rentrez le verdict suprême, de quand même pouvoir faire quelque chose, même si vous jetez à Mage Delta. Ça paraît bête dit comme ça, d'avoir une carte qui
permet juste de correspondre à n'importe quel tuteur, mais en fait c'est assez fort dans un deck en x1 parce qu'une fois, par exemple, si jamais vous avez déjà pioché votre Ragwell mais que vous jouez votre Bene de Ragwell, vous allez perdre entre guillemets une carte, alors que là vous la perdez pas. Et avec l'effet de la divinité, c'est une carte que vous pouvez très facilement remettre dans le deck à nouveau et pouvoir continuer à vous amuser un petit peu à cycler tout le temps sous Sergio. Et c'est par ailleurs également un marchand ou un chevalier au besoin avec son doppelganger en plus. Donc, et un petit ping très rarement, mais qui peut arriver. Donc du coup, moi je pense que Sergio s'inscrirait bien dans le deck, juste c'est difficile malheureusement de lui faire une place. Et tu peux le chercher avec le jean. Il peut également, il faut bien avoir en tête que Sergio Gamerian, il a tous les types de cartes, il est tout le temps. Donc du coup, tous les tutors vont fonctionner avec lui. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de tutors dans le deck. Donc du coup, moi je trouve que c'est une bonne carte dans le deck, mais c'est juste difficile de lui faire une place au profit des autres cartes qui sont très puissantes. La guérisseuse céleste, qui du coup s'inscrit très bien dans le module de soins, il n'y a pas besoin d'en parler des heures, c'est une bonne carte de soins, juste malheureusement c'est peut-être la première qui saute dès qu'il va falloir faire un petit peu de concession, mais si jamais vous voulez la jouer dans votre version, c'est tout à fait justifiable, elle fonctionne très bien. L'Arcane Machiniste, qui est extrêmement forte, hein. Il n'y a pas à réfléchir beaucoup plus que ça. Elle a fourberie et lumière, du coup elle renforce encore le côté ban, plus son effet qui va permettre de récupérer une réponse ou de cycler une carte que vous avez mise sur le dessus de votre deck que vous ne vouliez pas, avec l'effet de la divinité. Donc du coup elle s'inscrit très très bien dans le deck, et en soi elle est juste vraiment très très forte. Elle est un peu sous-estimée comme carte je trouve, mais oui, il serait tout à fait... je serais pas du tout choqué qu'on sorte une carte pour la rentrer elle, en particulier si on s'attend à beaucoup de boules ou beaucoup de Zodiac par exemple. Hop. Et pour finir, Dianora. Excusez-moi. Du coup, ouais, Dianora qui est également une carte que d'aucuns considèrent comme auto-inclus dans les decks leaders en temps de la lumière, parce que son effet de Valhalla est extrêmement fort. C'est comme si vous aviez en x2 tous les personnages de votre deck. Et Valhalla, j'ai pas besoin d'expliquer à quel point c'est fort, ça fait partie des choses qui rendent potentiel à ce point-là surpuissant, alors que tout le monde oublie son Valhalla. Je peux dire à quel point la carte est fumée, mais pour moi, ça fait partie des choses qui la rendent encore plus forte. Donc du coup, son effet de Valhalla permet vraiment de recycler Elderan principalement, mais également vos cartes clés dans des match-ups comme Rémi, comme Ragwell. Donc c'est une carte qui aimerait très 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 fort trouver une place. Là, j'ai pas réussi encore à trouver vraiment qu'est-ce qui pouvait être remplacé par Dianora, mais après, il coûte un peu cher, entre guillemets, il coûte 5, son 4-4 avec son catalyseur et son Valhalla, mais c'est une très très bonne carte que vous pouvez tout à fait mettre dans le deck. Voilà, et pardon, oui, on a survolé uniquement, je la vois ici, la du prix du roi Elderan, carte surpuissante. Hein. Carte surpuissante, qu'on a mis un petit peu de temps, qu'on a rentré, qui est ressorti, machin, qu'on n'a pas été convaincu, et c'est Sweet Johnny qui, le matin du tournoi, était tellement enthousiasmé par cette carte, a eu tellement envie, tellement on a tous rentré dans le deck avec Kagoul et Johnny. Elle est extrêmement forte. Avec Elderan, c'est monstrueux de pouvoir rediriger sur n'importe qui. À noter que c'est une des rares cartes qui va permettre de rediriger l'attaque d'un archange. C'est monstrueux. La seule chose, c'est que ça ne fonctionnera pas si jamais l'archange attaque votre archange. Il faut que l'archange cible un de vos anges, mais avec son wording, elle permet du coup de rediriger complètement l'attaque d'un archange. C'est extrêmement fort. Sur une attaque groupée, je ne raconte pas le drame que c'est quand vous redirigez votre attaque groupée, c'est l'enfer sur Terre. Donc voilà, carte juste hyper forte et qui en plus rend bien dans les leaders grâce au Deran, soit Légion et Chevalier. Ça fait qu'on peut la récupérer de plein de façons. Mais bon, c'est évidemment mieux de ne pas la montrer à l'adversaire, hein, mais à garder en tête. Voilà, pardon. Et donc oui, du coup, j'ai vu que tu avais préparé des cartes. Du coup, tu me demandais pourquoi elles ne rentraient pas. Ça, tu avais déjà dit. Ouais, tout à fait. Hop, alors, du coup, dans l'ordre, du coup, il rentrerait très bien dans le deck. C'est une bonne carte. Osiratal joue par exemple, oui. la version. Et c'est une très bonne carte. Juste, en fait, ça dépend un peu à quoi on s'attend au niveau du format. Juste pas oublier que
que si vous voulez déclencher son effet, il faut le faire en entier. Mais voilà, sinon oui, hein, c'est une bonne carte qui permet c'est une réponse sur le cochon par exemple, contre Zodiac, Oui. c'est puissant. Voilà. On n'est pas rentré là parce que il n'y a pas la place de tout mettre, mais c'est tout à fait justifié si vous pensez que c'est plus approprié dans le format, ça se fait tout à fait. Niche Delta. Je sais pas trop pourquoi je le rentrerai. Je te En cache fait, pas, il il y est fort. avait Totoro qui parlait quand on a vu Sergio, Hein. que tu avais cut. Et du coup, c'était un doppel qui était intéressant et vraiment au début de partie, exemple Mhm. un jean ou un silk, tu De pouvais le refaire refaire ouais, ou même tout ce qui la est vendeuse, 5 ouais. ou moins. Ouais, c'est ça, la vendeuse. Il y avait le vendeur. Il y en avait pas Oui, mal oui, de potentiel, mais vraiment en début de partie. non, tout à fait. Effectivement, c'est pas mauvais. Juste disons que ça me semble moins combler des problématiques critiques du deck. Ça peut effectivement permettre de renforcer de synergie ou d'abuser de certains points. Et le fait que ce doppelganger fait qu'il pourrait rentrer dans le deck. J'ai l'impression que Orphopie est plus urgent à rentrer Oui, dans l'état actuel. oui, avec les Euh, deux présages, ouais, obligatoire. ouais, ouais. Et sa lumière, hein. La lumière En vraiment. plus, ouais. Mais effectivement, ça pourrait se rentrer, surtout si jamais on. Migdelta, il fait du ban aussi. Il fait du ban en plus. C'est sa Oui, Ludivine. on est divine, oui. Ok. Exemple 1 qui est déjà entamé. Mhm. Tu Non, peux. tout à fait. Il pourrait tout à fait rentrer dans le deck. C'est pas du tout une mauvaise idée. Juste disons il appuierait des mécaniques qui sont déjà en place plutôt que soutenir des Oui. problématiques du deck. Mais ça se justifierait tout à fait. Ce serait pas du tout choquant de le voir dans la liste. La charge intrépide, qui a été pour un moment dans la liste, qui je crois est dans celle de Sweet Johnny et de Cagoule, je suis plus sûr. Mhm. Euh, mais oui, qui est une très bonne carte en leader. C'est un peu en surprise sur n'importe quel chevalier, qui coûte 0-0 et qui nous permet du coup de cycler entre guillemets, parce que vous le mettez au purgatoire pour piocher une carte immédiatement. C'est une bonne carte, juste faut trouver la place, quoi. Oui, avec les. Et les berserk. Du coup, t'en as Ouais. deux Ah potentiels. oui, Ça c'est peut vrai, être intéressant. Comme le noble destrier, quoi. c'est vrai. J'avais pensé. Chronospan, qui est toujours une carte monstrueuse, qui était dans la version précédente du deck, qui avait un peu plus arcanien. Donc là, du coup, on avait beaucoup plus de miracles également, et l'élite de l'académie, par exemple. Oui. Et là, du coup, on jouait Chronosban, qui, même si elle peut être un petit peu chère en début, on a tellement d'effets de cyclage, on a tellement de solutions pour pas être obligé de la jouer en début de partie, que ça se justifie tout à fait. C'est une très bonne carte. C'est un choix que vous pouvez faire parfaitement si jamais vous voulez le faire dans votre version. Aton l'Arcanien Guerrier, donc ça a été mon petit twist sur la version Arcanien à l'époque, où on Mhm. cherchait plus de finishers, qui nous manquait un petit peu. Et je dis, mais mec, Atom. Et du coup, on a joué pendant vachement de temps, parce que son effet de renfort est très très puissant. C'est un chevalier et un arcanien, plus son effet de Ludivine si vous avez ce qu'il faut dans l'adoration. Donc c'est une très bonne carte. Voilà. Après, dans la version actuelle, je suis moins sûr, parce qu'on a quand même vraiment moins d'arcaniens. Et du coup, son effet sera malheureusement plus aussi impactant que. Mais si jamais vous vous amusez à faire une version plus chargée en arcanien, ça se fait complètement avec effectivement l'élite de l'académie, l'arcane alchimiste, et en rentrant du coup la salle de classe. Oui. Là, vous avez du coup un module arcanien qui permet de jouer aussi un peu plus de miracles, donc en réduisant un petit peu au niveau des personnages, en remplaçant le module soin chevalier par un module miracle Miracle. arcanien. C'est une très belle version du deck. C'est la première version qu'on a jouée du deck et qu'on a mis beaucoup de temps du coup à basculer sur ce qui nous semblait le plus puissant. Mais c'est très sympa à jouer et je trouve ça plus esthétique, on va dire. Si vous êtes romantique, jouez plutôt la version arcanien. Le dernier, c'était un chevalier. Ouais. Alors, il était du coup au début du deck, et avec le problème, c'est qu'il fait rien, quoi. Ouais. Et c'est juste un fat body qui coûte très cher, mais en vrai, c'est pas assez fort pour ce que ça fait dans le deck. Ça va pas soutenir suffisamment de mécanique, ça va pas. C'est juste un fat body, quoi. Alors, ça peut être sympa, les fat body, ça m'a permis de voler une game contre en ligne
sur un tournoi en mettant une fois du héros plus un catalyseur et en faisant 15 sur un tour. Bon, c'est sympa, mais c'est vraiment pas la mérite, quoi. Donc, il a sauté parce que trop cher pour son effet. On permettait de stabiliser d'un point de vue économique, de virer. Mais ça existe, hein. C'est pas impossible à jouer dans le deck. Juste, faut pas compter sur sa nid divine, parce que c'est un peu trop contraignant sur l'adoration pour que ça arrive vraiment pouvoir redéclencher du coup le catalyseur ou faire un double catalyseur avec Etheran. C'est pas. Voilà. Pour le coup, c'est la seule carte parmi ce que vous avez cité en dehors de Telaris Spark qui, je pense, vraiment, malheureusement, rentre pas dans le deck. Il nous a manqué, du coup on n'a pas vu tout à l'heure, mais comment il s'appelle, le truc qui permet de tuto dès que t'as 4 classes. Si, passage. Ouais, on en a parlé. Il est dedans. Passage entre les royaumes. Passage est dedans, d'accord. Oui, il est dedans. Okay. Il est dedans. Il est dans le main deck, c'est très fort. Il n'y a pas de bonne réponse sur ça. Ça permet de tutor aussi Alexandra en réponse. Enfin, Angelina. C'est ça, parce que effectivement, en général, votre adversaire, il va dire chevalier ou marchand, configuration de la partie. S'il a peur que vous récupériez un Alderan de plus, il va dire immédiatement chevalier, ce qui permet d'aller tutor un autre marchand, ou alors, comme je vous ai dit, une des réponses de soins ou Alexandra. Enfin, c'est juste, il n'y a pas de bonne réponse quand vous posez la question à l'adversaire. Sauf si vraiment vous avez vu toutes les cartes un peu uniques avec une caste particulière sont déjà dans mode défaut. Bon, là, on va voir autre chose, mais c'est assez improbable. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, j'ai parlé du coup, donc au niveau de l'économie, de viser 165 coût total. Un autre calcul qui est bien à faire, c'est votre ratio EC gagné et EC dépensé. Vous divisez votre coût total par la somme de tous vos EC, de votre registre, de votre temple et de votre divinité. Et donc ça vous permet d'avoir du coup un chiffre. Dans l'idée, il faut avoir un peu plus que 1 comme résultat à ce calcul-là. Vous faites sur un point entre 12 et 28, je dirais. En gros, il faut que votre deck coûte légèrement plus cher que tout ce que vous pouvez gagner comme EC. Tu comptes sur combien de tours? Exemple, le temps que tu gagnes un EC. Typiquement, ce genre de carte, c'est ce qu'on appelle une espérance en statistique. J'ai tendance, moi, à calculer le pire possible. Par exemple, sur le temps, je considère que je ne gagne pas d'EC. Voilà, par exemple. C'est pas proche de la vérité, mais ça me permet d'envisager du coup la pire situation pour me dire est-ce que dans la pire situation, mon deck fonctionne. Je préfère avoir cette approche-là qui est moins proche du réel, parce que l'espérance, vous pouvez la calculer plus précisément, mais je ne suis pas statisticien, je ne sais pas bien faire ça. Je sais que Sweet Johnny sera meilleur que moi typiquement sur des choses, mais c'est des choses qu'il faut quand même un petit peu faire. J'ai mis du temps, moi, au niveau des cartes, à apprendre à faire des outils statistiques, mais c'est extrêmement important. C'est vraiment ce qui va faire la différence sur des gros événements, de pouvoir faire des stats sur vos decks assez essentiel, à mon avis, pour avoir des bons ratios et être sûr qu'économiquement votre deck est viable. Souvent, quand on est compétiteur, on va réussir à arriver à quelque chose de façon un peu empirique, qui marche pas trop mal, mais si on veut commencer à vraiment rentrer dans le détail et pouvoir vraiment passer un cap, ça me paraît essentiel. Il n'y a pas le choix, il y a des outils très très bien qui existent en ligne pour ça. Typiquement, vous pouvez trouver n'importe quel calculateur hypergéométrique pour calculer vos sorties et vos chances de stats. C'est des choses qui se trouvent très facilement, c'est gratuit, ça marche bien. Et après, si jamais vous êtes un peu doué, vous pouvez faire des petits tableurs Excel qui vont avec les formules directement pour calculer tout ce qu'il faut tout de suite. Moi, je vais pas jusque là, je continue à faire ça à la main. Et vous pouvez faire ça si vous êtes finalement bon ou vous avez envie d'apprendre à le faire, ça se fait bien. Et ça aide beaucoup pour le deck deal. Ça, c'est des petites astuces de deck deal un peu générales. Et tu regardes la moyenne, du coup, la moyenne 2C? Parce que là, tu as fait une. Est-ce que tu regardes la moyenne 2C et exemple par carte?
Je regarde le coût moyen et le coût total. Je regarde les deux. Là, en l'occurrence, le coût moyen du deck est relativement élevé. Il l'était encore bien plus dans la version arcanienne. Mais à l'époque, son coût total était très bas. On avait en fait moins de cartes qui coûtaient des EC, mais plus de cartes plus chères en proportion. Donc c'est qu'il y avait un coût total, il me semble, de 128 à l'époque, mais pour une moyenne du coup qui était beaucoup plus basse que ce qu'elle est. Mais effectivement, oui, regardez le coût moyen, c'est intéressant aussi comme chiffre. Ça me semble un peu plus secondaire. Ça permet juste de savoir si jamais c'est équilibré au niveau de la fourchette de coût. Et mine de rien, c'est important quand on joue beaucoup de cartes qui coûtent cher, comme Elderan, comme Kuba, comme Ragwell. Il faut à côté compenser avec des pins, sinon vous allez vous retrouver à faire jouer qu'une carte par tour, ce qui est pas bon non plus. C'est marrant parce que moi, justement, je suis plutôt dans le contraire. C'est-à-dire ? Je considère plus le coût moyen, justement, comme tu dis, pouvoir jouer au moins 2 cartes par tour, que le coût total, parce que je me dis que de toute façon, j'irai pas au bout, en fait. Ouais, mais si t'as un coût total qui est monstrueux, entre guillemets, mais avec une moyenne hyper bonne, tu vas pas réaliser ça en regardant que la moyenne, mais tu vas quand même te retrouver à pas pouvoir jouer de cartes très rapidement. Parce que ton deck te coûte trop cher, ce qui fait qu'arriver au T2, T3, bah t'auras plus de C en fait. Et c'est ce que si ta moyenne est bonne, justement, T2, T3, tu joues quand même. Bah non, parce que même si ta moyenne est bonne, t'auras des cartes pas chères, mais au bout d'un moment, t'auras plus assez de C pour jouer tout ce que t'as en main, entre guillemets. Te retrouver coincé, du coup, là-dessus. Et là, pour le coup, Je vois pas comment ça peut arriver en début de partie, en fait. Non, pas en début de partie, t'as raison. Ça va peut-être Ouais, mais c'est pas ça. C'est pour ça que moi, je te dis, je regarde pas le coût total, parce qu'en fait, je pars du principe que je vais pas voir toutes mes cartes et que je vais pas devoir jouer toutes mes cartes, en fait. Tour 5, tour 6, quoi. Le fait de C'est pas ça, avoir... moi, en général, je cours jusqu'à 6-7 maximum, quoi. Le fait de pas avoir l'ensemble du deck, c'est vrai. C'est pour ça que je conseille d'avoir un ratio, du coup, EC total généré sur coût total du deck, d'avoir un ratio du coup qui soit supérieur à 1. Parce que comme vous n'allez pas voir tout votre deck, c'est pas grave si vous avez plus de C du coup dans le deck que ce que vous allez générer. Vous n'allez pas tout voir. Ça, je le prends en compte pour ce calcul-là du coup. Oui. Je sais pas si j'ai été clair avec cette phrase. Oh, c'est l'histoire de 165 là, que je pense qu'il peut être un peu ambigu pour les gens qui regardent. J'aimerais bien éclaircir en fait. C'est un nous on fait pas ça. C'est un constat qu'on a eu du coup avec QT que c'est là où on se retrouve à être économiquement à l'aise si on n'a pas une moyenne débile, ce qui est important de regarder le coût moyen également. Mais je regarde d'abord ça en ce qui concerne. Après, de toute façon, je regarde les deux à la fin. Mais oui, nous, ce qu'on a réalisé, que c'était avec ça où on se sentait à l'aise en termes de partie, en termes de C, on avait un truc qui marchait bien. Enfin, il sort d'où ce nombre en fait? C'est empirique, c'est purement empirique. Je suis pas en train de dire que c'est une mathématique ni qu'il y a une logique de deck building derrière. C'est vraiment purement empirique. C'est qu'on a réalisé que quand on dépassait un peu trop ce chiffre-là, on se retrouvait emmerdé. Alors que quand on restait autour de ce chiffre-là, on était à l'aise. Et quand on était vraiment inférieur, en général, on se trouvait à avoir beaucoup plus d'argent que ce qu'on a de cartes. Typiquement, quand j'étais à 128 avec une moyenne un peu haute sur la version arcanienne, ça arrivait régulièrement qu'on se retrouve en milieu de fin de partie avec trop de C par rapport à ce qu'on peut jouer. Mais ça, en fait, cette histoire de coût total, c'est aussi, ça permet aussi d'avoir conscience de la proportion du deck, parce que ça prend en compte ça, en fait. Si on a un coût total très faible, ça veut dire qu'on a beaucoup de miracles. Quand tu as 128, par exemple, c'est que tu as beaucoup de cartes qui te demandent aucun de C. Ça permet d'avoir aussi une vision aussi par le coût du deck là-dessus. Ouais, de toute façon, nous là-dessus, on est beaucoup plus simple au niveau des miracles et des anges. Du coup, on n'a pas trop ce problème-là en termes de moyenne et de coût total. Après, ça se calcule précisément. C'est important de faire ces calculs-là, de s'assurer de pas avoir trop de cartes qui sont pas des personnages en début de partie ou avant une mulligan, ce genre de choses. C'est important. Là, c'est plus dans la structure qu'il parlait, c'est 30 pour 20.
30 body pour 20 non ange ou pacifiste. Ouais, 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 c'est un bon ratio, hein. C'est un ratio qui fonctionne. Voilà. Après, des fois, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin suivant le C'est deck. ça, après, toujours, nous, c'est le truc parfait, mais oui. on sait qu'il y a des decks où il faut soit plus, d'anges Ouais, ouais. ou peut-être décaler un peu de un ou 2 miracles, Typiquement, les decks très agressifs, ils vont aimer avoir plus d'anges, par exemple, parce qu'ils veulent être sûrs de pouvoir poser beaucoup de monde dès leur première attaque. Oui. Donc, c'est un exemple, hein, de carte qui aime bien ça, quoi.